Le mot « conspiration » surgit souvent comme un couperet, un terme lancé dans une discussion pour mettre fin à un échange, pour disqualifier une idée sans l'examiner, pour enfermer un interlocuteur dans une catégorie mentale dont il devient presque impossible de sortir. Pourtant, bien avant d'être une étiquette infamante, la conspiration désignait une pratique politique bien réelle, un phénomène historique tangible, une entente secrète entre plusieurs acteurs visant à renverser un pouvoir, influencer une décision ou modifier l'ordre établi. Le mot lui-même vient du latin conspirare, qui signifie « respirer ensemble », suggérant à l'origine une action coordonnée, une volonté commune orientée vers un objectif partagé, sans jugement moral immédiat, sans connotation automatique de folie ou d'irrationalité. Dans la Rome antique, les conspirations étaient fréquentes et documentées, qu'il s'agisse de la conjuration de Catilina décrite par Salluste ou de l'assassinat de Jules César, événements qui impliquaient de véritables complots, organisés dans le secret, planifiés avec précision, portés par des motivations politiques claires. Dans ces contextes, parler de conspiration n'était pas une insulte, mais la description d'un fait, d'une réalité stratégique. Les monarchies européennes, les cours impériales, les révolutions modernes ont toutes été traversées par des intrigues, des alliances clandestines, des tentatives de déstabilisation. L'histoire humaine regorge de complots avérés, révélés parfois des années plus tard, confirmant que la coordination secrète entre acteurs puissants n'est pas une invention paranoïaque, mais une possibilité structurelle du pouvoir. Cependant, au fil du temps, et particulièrement au XXe siècle, le mot « conspiration » a subi une transformation sémantique profonde. Il ne désigne plus seulement une action secrète réelle, il évoque désormais une posture suspecte, une vision du monde perçue comme irrationnelle, excessive ou délirante. Cette évolution ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais dans un contexte où la multiplication des théories infondées, l'exploitation politique de récits alternatifs et la méfiance généralisée envers les institutions ont contribué à associer le terme à l'idée de dérive cognitive. La guerre froide marque un moment clé dans cette évolution, car elle installe une culture du secret, de l'espionnage, des opérations clandestines, tout en nourrissant simultanément une méfiance accrue envers les récits officiels. Des révélations ultérieures sur des opérations dissimulées, des manipulations médiatiques ou des interventions indirectes confirment que certaines conspirations ont effectivement existé. Mais dans le même temps, l'apparition de récits sans fondement solide contribue à brouiller la frontière entre critique légitime et spéculation infondée. Dans ce climat, le mot « conspiration » commence à glisser du registre descriptif vers le registre accusatoire. Ce glissement sémantique a un effet stratégique puissant, car qualifier une position de conspirationniste ne consiste pas simplement à contester un argument, mais à disqualifier celui qui le porte, à le placer hors du champ de la rationalité acceptable. Le mot devient alors un outil de neutralisation rhétorique, un moyen rapide de clore un débat sans entrer dans la complexité des faits. Il fonctionne comme un raccourci mental, permettant d'économiser l'effort d'analyse en catégorisant l'interlocuteur comme irrationnel ou dangereux. La psychologie de la disqualification repose sur plusieurs mécanismes. Le premier est la stigmatisation. Associer une personne à une étiquette socialement négative réduit sa crédibilité aux yeux du groupe. Le second est la polarisation. Dans un environnement médiatique, où les opinions sont souvent présentées de manière binaire, l'accusation de conspiration crée une frontière nette entre le camp du raisonnable et celui du délirant, renforçant la cohésion interne de chaque groupe tout en rendant le dialogue plus difficile.
Le troisième est le biais de confirmation. Chacun tend à privilégier les informations qui confirment sa vision du monde et à rejeter celles qui la contredisent. Si bien que le terme « conspiration » devient un signal déclenchant une réaction émotionnelle immédiate, souvent défensive. Dans l'espace numérique contemporain, cette dynamique est amplifiée par la vitesse de circulation des contenus et par les algorithmes qui privilégient les interactions émotionnelles fortes. Une accusation de conspiration suscite indignation, moquerie ou soutien, générant des réactions qui renforcent sa visibilité. Le mot devient ainsi un élément central de la dramaturgie médiatique, un déclencheur de controverses qui alimente l'attention et prolonge le cycle de l'engagement. Il est pourtant essentiel de distinguer deux réalités. D'un côté, l'existence historique et documentée de conspirations réelles, impliquant des acteurs coordonnés agissant dans le secret. De l'autre, la prolifération de théories qui extrapolent sans preuve suffisante, attribuant à des forces occultes une cohérence et une omnipotence qui dépassent souvent la complexité réelle des systèmes sociaux. Confondre systématiquement toute hypothèse critique avec une dérive conspirationniste peut empêcher l'examen légitime des zones d'ombre du pouvoir, tandis qu'accepter sans discernement toute narration alternative peut conduire à des interprétations erronées. Le mot « conspiration » agit donc comme un point de tension dans le débat public, oscillant entre description factuelle et armes rhétoriques. Il peut servir à nommer des réalités clandestines, mais il peut aussi être utilisé pour fermer la discussion, pour disqualifier sans argumenter, pour créer une distance morale entre celui qui parle et celui qui écoute. Cette ambivalence explique pourquoi il est devenu l'un des termes les plus explosifs du vocabulaire politique contemporain. Dans une société saturée d'informations, où la confiance envers les institutions fluctue et où les révélations passées ont parfois confirmé l'existence d'opérations secrètes, la tentation de voir des conspirations partout peut coexister avec la tentation inverse de nier toute possibilité de coordination occulte. Entre ces deux extrêmes se trouve un espace fragile, celui de l'analyse critique, qui exige de distinguer les faits vérifiables des hypothèses spéculatives, sans recourir systématiquement à l'étiquette comme substitut à l'argument. Avant d'être une insulte, la conspiration était une réalité politique. Aujourd'hui, le mot peut tuer un débat en quelques secondes, non pas parce qu'il réfute un raisonnement, mais parce qu'il redéfinit celui qui parle. Comprendre cette évolution ne signifie pas valider toutes les théories, ni nier les dérives possibles, mais reconnaître le pouvoir performatif du langage, la capacité d'un terme à structurer l'espace du pensable et à tracer les limites de la discussion acceptable. La question qui demeure est alors la suivante. Dans un monde où l'information circule à une vitesse inédite et où les récits se concurrencent en permanence, sommes-nous capables d'examiner une affirmation sur ses preuves plutôt que sur l'étiquette qui lui est apposée? Et pouvons-nous préserver un espace de débat où la critique n'est pas automatiquement assimilée à la paranoïa, sans pour autant sombrer dans la crédulité? Car au-delà des polémiques, le mot « conspiration » révèle une tension fondamentale entre méfiance et confiance, entre vigilance et excès. Et c'est peut-être dans cet équilibre que se joue la qualité de nos discussions démocratiques.